Pas de trêve en vue au Proche-Orient. Les combats s'intensifient. À Gaza, on dénombre 42 morts ce dimanche dans des raids israéliens. Benyamin Netanyahou prévient, les frappes se poursuivre. Le Hamas, lui, a tiré 120 roquettes la nuit dernière. Nous irons à Gaza dans ce journal pour en parler avec notre invité Iyad El-Astal. Nous irons également à New York retrouver notre correspondante Elisabeth Guedel. Une réunion s'y tenait aujourd'hui où le Conseil de sécurité de l'ONU tentait de s'accorder sur une déclaration commune. On en parlera enfin en plateau avec vous de ce conflit au Proche-Orient. Gauthier Ribinski. Dans cette édition, nous vous parlerons également de la situation en Colombie où les manifestations contre la répression policière se poursuivent dans plusieurs villes du pays, notamment à Bogota, la capitale, vous le verrez. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Les appels au calme n'y font rien. Les affrontements se poursuivent toujours au Proche-Orient. Cette journée est la plus sanglante depuis le début de cette guerre. Les bombardements israéliens ont fait 180 morts côté palestinien en l'espace d'une semaine. Les tirs de roquettes du Hamas, elles, ont fait 10 morts côté israélien. Avant d'en parler avec nos invités et avec nos correspondants, on va d'abord écouter un extrait de la prise de parole de Riyad El-Maliki. Il est le ministre palestinien des Affaires étrangères. Israel is persecuting our people, committing war crimes and crimes against humanity. Some may not want to use these words, war crimes and crimes against humanity, but they know they are true. En direct avec nous depuis Gaza, notre invité Iyad El-Astal. Bonjour, vous êtes journaliste et réalisateur palestinien. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette journée pour vous, vous qui vivez à Gaza? Bonjour et merci beaucoup d'avoir me donné cette occasion pour m'exprimer depuis Gaza. On sait ce qui se passait aujourd'hui et depuis 7 jours, c'est vraiment catastrophique ici à Gaza. Ici à Gaza, on a commencé à voir vraiment, déjà on a vraiment peur vraiment de l'arrivée de la nuit. À chaque nuit, nous subissons depuis 7 jours des attentats, des bombardements intensifs du côté israélien. Des bombardements qui visent toutes les gens, qui bombardent aussi toutes les maisons, tous les bâtiments, même les journalistes. Hier, ils ont tué 2 médecins à Gaza. Hier, ils ont massacré des familles. Tout à l'heure aussi, ils ont massacré des familles, des enfants, des femmes enceintes, des citoyens palestiniens désarmés qui n'ont rien à foutre vraiment avec toute cette situation. Donc, ce sont des gens normaux qui étaient ciblés et tués en sang-froid par l'armée israélienne. Pourquoi? Parce qu'ils existent ici à Gaza. Ils essaient vraiment de chercher une vie digne. Malheureusement, l'armée israélienne elle a commencé depuis 16 jours de bombarder la bande de Gaza partout, sous le prétexte de se défendre. De se défendre de quoi? Des enfants, des bébés, des femmes enceintes, des citoyens désarmés qui cherchent à vivre en dignité. Donc voilà, c'est le contexte actuel ici à Gaza qu'on vit à chaque minute, à chaque instant, depuis 7 jours. C'est vraiment horrible, c'est affreux, c'est scandaleux, c'est ce qu'il fait vraiment le gouvernement israélien avec toutes ses puissances militaires. Malheureusement, elle est soutenue par la communauté internationale, par les États-Unis. Elle a reçu le feu vert pour massacrer Gaza, pour faire son génocide. Ça fait 73 ans qu'on souffre, qu'on vit sous l'occupation, qu'on se fait massacrer par cette armée qui ne respecte pas qui ne respecte aucune résolution qui était délivrée par l'ONU. Et hier, on vit vraiment le deuxième, c'est ce qu'on vit depuis longtemps, on vit toujours vraiment cette nakba. Voilà. Iyad El-Astal, vous êtes journaliste. Hier, on a pu voir les images qui ont fait le tour du monde de ce bâtiment abritant des médias internationaux qui a été détruit par les forces israéliennes. Vous qui étiez amené à travailler dans ce bâtiment, est-ce que vous pouvez nous raconter quel est le quotidien d'un journaliste vivant à Gaza depuis une semaine? Donc tout est légitime pour Israël. Elle bombarde tout. Comme vous avez vu sur toutes les chaînes mondiales, c'est ce qui se passait. Ils bombardent aujourd'hui des tours, des bâtiments qui se composent des dizaines d'étages où il y a des journalistes qui travaillent, où il y a des familles aussi. Donc voilà, ils ont bombardé hier par exemple le bureau de l'attaché de presse, l'américain. Ils ont bombardé aussi la chaîne Al Jazeera, leur bureau,
qui diffuse la vérité, qui diffuse des images qui choquent tout le monde. Pour ça, Israël, elle cible tout. Elle cible les journalistes, elle cible les médecins, les citoyens palestiniens et les civils. Et voilà, c'est la vie de tous les Palestiniens. Aujourd'hui, on est tous sous les cibles de l'armée israélienne. Ils essayent vraiment de cibler les journalistes, les caméramans, et c'est ce que peut-être vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup, peut-être il n'y a pas aussi donc, des journalistes occidentaux qui sont présents ici à Gaza. Il y a que des journalistes palestiniens qui travaillent pour les agences internationales. Donc voilà, ils étaient bombardés parce que voilà, ce sont des citoyens, ils sont considérés en dixième degré, c'est-à-dire que voilà, qu'ils sont hors les protocoles de Genève pour la protection des journalistes. Israël, elle bombarde intentionnellement et volontairement les journalistes palestiniens pour cacher la vérité, pour cacher ces crimes contre la population de Gaza. Mais malheureusement, malgré tout ce qui se passe, malgré les crimes israéliens et les massacres, les journalistes, ils ont vraiment un message noble. Ce sont vraiment nos ambassadeurs pour le monde entier. Ils essaient vraiment de transmettre avec tous les moyens ce qui se passe ici à Gaza. À part de ça aussi, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui a commencé vraiment à mobiliser le monde entier, des enfants, elle a commencé vraiment à mobiliser les gens, les enfants, les femmes, les gens à l'autre bout de la terre pour comprendre ce qui se passe ici, de l'injustice, des crimes et des massacres qui sont commis par l'armée israélienne. Donc voilà, on est vraiment hors vraiment des protocoles de Genève pour protéger, par exemple, nous, les civils, pour protéger les médecins, pour protéger les agences de médias et les journalistes. Normalement, dans des contextes de guerre, ou de conflit ou de violence, il y a des règles à suivre. La protection des journalistes, la protection des civils, la protection des médecins. Mais malheureusement, Israël, elle est sur toutes les voies. C'est elle vraiment c'est elle qui domine l'ONU, c'est elle qui domine le monde entier, c'est elle qui dirige tout, c'est elle qui décide la politique des pays, des grands pays malheureusement. Donc c'est elle le responsable de tous les crimes, de tous les conflits, de toute cette violence qui se passe dans la région, soit à Gaza, soit à ça. On va prendre justement la direction des États-Unis où nous attend notre correspondante Elisabeth Guedel. Vous êtes à New York pour France 24 où se tenait aujourd'hui une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. On a entendu Elisabeth un peu plus tôt, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres parler de cette situation qui reste très compliquée au Proche-Orient. D'abord, qu'en est-il ressorti de cette réunion ? Écoutez, c'était la 3e réunion de la semaine consacrée à la crise au Proche-Orient. Elle a été longue, elle a duré plus de 3h30. Et comme elle était publique, c'était la première à être publique sur les 3 par visioconférence, eh bien, ça a permis de constater combien la situation est extrêmement tendue et surtout souligner combien les divisions, à quel point les divisions persistent au sein de ce Conseil. Il n'y a pas d'accord possible entre ces 15 membres du Conseil de sécurité. Alors, les responsables palestiniens et israéliens sont intervenus. On a entendu, donc, vous l'avez dit, Riyad al-Malki, un ministre palestinien des Affaires étrangères, eh bien, accuser Israël de crimes de guerre et dénoncer l'inertie du Conseil de sécurité. Juste après lui, l'ambassadeur israélien a pris la parole. Gilad Erdan a accusé le Hamas d'avoir prémédité la guerre avec Israël et appelle à démilitariser la bande de Gaza. Au début de cette réunion, effectivement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde les deux parties contre une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable si les affrontements persistaient. Et évidemment, c'est une situation, il a décrit des hostilités abominables, épouvantables. Ça a été soutenu par le coordinateur spécial de l'ONU sur le Proche-Orient, Tom Wensland. On sent que ce Conseil de sécurité est bloqué. Jusqu'à présent, impossible d'avoir une déclaration commune pour appeler simplement au cessez-le-feu immédiat. Ils sont en train de discuter d'un texte, mais les Américains ne sont pas du tout enclins, en tout cas, à s'accorder à avoir un consensus sur un texte en commun. Les Américains, évidemment alliés de toujours d'Israël, qui ont envoyé un émissaire sur place qui est en train de négocier actuellement dans la région un cessez-le-feu immédiat avec les responsables israéliens et palestiniens. Elisabeth, vous restez avec nous, tout comme Yad Al-Assal. On va écouter tout de suite un extrait de la prise de parole de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Justement, c'était il y a quelques heures.
The human toll of this past week has been devastating. The United States calls on all parties to ensure the protection of civilians and to respect international humanitarian law. We also urge all parties to protect medical and other humanitarian facilities as well as journalists and media organizations. Voilà pour la réaction de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. À mes côtés, Gauthier Rybinski, bonsoir. Vous êtes ici à France 24, spécialiste des questions internationales. On entend les Américains qui pressent les deux parties à mettre fin à ces affrontements. Et pourtant, aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole. Ce n'est pas la première fois. Et il l'a répété, les bombardements ne sont pas prêts de s'arrêter. Est-ce que c'est une bonne stratégie qui pourrait lui être favorable, alors qu'on le sait, il y a un vide politique en ce moment en Israël, ou est-ce qu'au final, il se tire une balle dans le pied avec une population qui n'en peut plus ? Ce qu'il croit être son intérêt, parce que c'est ça qui le guide dans son action politique, c'est effectivement de prouver une nouvelle fois qu'il est le gardien de la sécurité des Israéliens. Ça lui a pas mal réussi depuis de longues années, de sorte qu'il permet, alors ça c'est une réflexion à beaucoup plus long terme, il permet aux Israéliens de ne plus être en permanence mobilisés sur l'actualité de ce conflit, mais au fond de pouvoir mener une existence comme d'autres peuples, en vacances à leurs occupations, pendant que Netanyahou se charge de la sécurité. Ce paradigme était valable et est encore valable à condition qu'une situation comme celle-ci ne perdure pas trop. Parce qu'à ce moment-là, ça serait la preuve que Netanyahou n'est plus le gardien de la sécurité des Israéliens. On a assisté d'ailleurs à un attentat à la voiture bélier, à Jérusalem-Est. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas connu ce genre de choses. Et si les Israéliens, pour ne parler que d'eux, parce qu'évidemment à Jérusalem-Est, il y a les Palestiniens, mais si les Israéliens ont le sentiment que Netanyahou n'est plus ce gardien infaillible de leur sécurité, ça peut se retourner contre lui, cette stratégie, tant il est vrai que dans la façon dont les Palestiniens ont été provoqués, je ne dis pas que ça les exonère du reste de leurs actions, mais dans la façon dont ils ont été provoqués, Benjamin Netanyahou y est pour beaucoup dans la provocation, dans l'aide à des organisations d'extrême droite qui, elles, occupent le terrain en permanence dans le but justement de provoquer les Palestiniens. Tout ça n'est pas anodin et ça a donné cette flamèche, cette mèche pour enflammer ce qui est la situation et donner ce que nous connaissons. Vous nous parlez justement de Benjamin Netanyahou qui prévient, qui le dit très clairement, ça risque de durer longtemps. Lui, tout comme le Hamas, n'ont en réalité que faire justement de ces réclamations au niveau des Nations Unies où on demande justement cette cessation des hostilités le plus rapidement possible. Elisabeth Guedel, vous êtes toujours à New York pour France 24. Vous qui couvrez justement les Nations Unies depuis plus de 15 ans, vous en avez vu passer, j'ai envie de le dire, des résolutions aux Nations Unies concernant ce conflit au Proche-Orient. Est-ce que vous l'avez senti, vous, au fil des années, justement, que ce dossier n'était plus vraiment une priorité ? Alors, je ne dirais pas que le Conseil de sécurité se désintéresse de ce dossier. Il veut agir, sincèrement, il veut agir, mais c'est un dossier qui reste bloqué au Conseil de sécurité. Les États-Unis ne vont pas changer fondamentalement leur politique pro-israélienne. Les États-Unis qui font partie des 5 membres du Conseil, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et ça bloque toujours cette peur d'attaquer Israël, qu'Israël soit pointé du doigt par les autres membres du Conseil de sécurité, les autres membres permanents notamment. Donc je ne dirais pas qu'il se désintéresse, mais il est impuissant. C'est bloqué. Actuellement, il y a un texte en discussion, mais les Américains ne sont pas du tout enclins à s'accorder dessus. C'est la 3e réunion. Il va y en avoir d'autres. Et c'est vrai qu'on ne voit pas comment on peut sortir de l'impasse. Et d'ailleurs, ça fait partie des grandes critiques envers le Conseil de sécurité. C'est qu'il n'arrive pas à avancer. C'est pour ça que le Conseil de sécurité voulait aussi une réforme. Éviter le veto, donner un petit peu moins de pouvoir à ses membres permanents, à ses 5 membres, les États-Unis et les 4 autres. C'est vraiment une situation bloquée et on ne voit pas comment on va en sortir. Yed Al-Assal, vous êtes à Gaza, je le rappelle, vous êtes journaliste et réalisateur palestinien. On entend notre correspondante à New York nous dire que les Nations Unies, au final, sont
impuissants, qu'ils ne peuvent pas amener une solution à ce conflit qui perdure depuis des décennies maintenant. On l'a appris, la Jordanie se propose comme médiatrice. Il y en a d'autres, notamment le Qatar, d'où s'est exprimé hier le chef du Hamas, Ismaël El-Haniyeh. Est-ce que justement, du côté de Gaza, vous avez entendu aujourd'hui des réactions à ces propositions de médiation? Est-ce qu'on a un espoir que ce conflit connaisse une pause prochainement, une trêve? Écoutez, ça fait depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, l'intermédiaire arabe, le Qatar et l'Égypte, ils ont commencé à réagir, déjà dénoncer cette agression et essayer de proposer une trêve, pour calmer un peu la situation, une trêve finale pour cesser le coup, mais Israël n'en a pas accepté. Avec les agressions, avec les massacres, avec les génocides qu'on suit toujours sur les médias, qu'on voit, tout le monde le voit, l'intermédiaire égyptien, avec le Qatar aussi, avec l'ONU, ils essayent, même avec l'administration américaine, je pense, ils essayent aussi de proposer une trêve humanitaire pour quelques heures, pour permettre aux civils de Gaza, à la population, juste de chercher leur nourriture et aussi pour sortir les blessés de Gaza vers l'Égypte ou pour, par exemple, sauver les Palestiniens qui sont toujours sous le décombres des victimes des morts. Même il y a des gens qui sont coincés sous le décombres depuis quelques jours, depuis 2 jours ou 3 jours, et personne n'arrive vraiment à les secourir. Israël, elle ne veut pas vraiment une vie tranquille pour les Palestiniens. Elle veut changer toute la situation à Gaza. Elle veut même détruire toute la bande de Gaza, changer la scène générale à Gaza. Donc ça c'est vraiment la méthode israélienne. Israël, elle ne veut pas vraiment une trêve avec Gaza. Parce que si elle veut une trêve, si elle a le courage ou la volonté d'avancer en bas vers régler la question ou le conflit, entre parenthèses, israélo-palestinien, donc elle le faisait depuis longtemps, mais elle n'a pas de volonté, elle veut couper toute la Palestine, soit la Cisjordanie, soit Gaza. Elle veut expulser le peuple palestinien de son territoire, mais elle n'a pas arrivé. Elle a commis des crimes de guerre depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, on vit le Nakba. Depuis 20 ans, et plus que ça, depuis presque 2008 jusqu'à 2021 aujourd'hui. Donc, on a ma génération et les autres générations, ils n'ont vécu que des agressions israéliennes. Et Israël, elle ne veut pas vraiment une vie digne pour les Palestiniens. Elle les bombarde chaque année. Malheureusement, l'extrême droite, Netanyahou, les gouvernements israéliens, les responsables, les criminels de guerre israéliens, ils veulent gagner leurs élections et blanchir leurs images devant le peuple israélien en faisant des massacres et crimes contre les Palestiniens. Ça, on l'a vu depuis 2008. Netanyahou, pour gagner les élections en 2008-2009, il a commis la première offensive contre Gaza. En 2012, c'était la même chose. En 2014, c'est la même chose. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Merci. Pour fuir vraiment des histoires de corruption et pour garder sa place dans le gouvernement, il commet des crimes contre le peuple palestinien. Donc, lui, il ne veut pas, il n'a pas la volonté, mais malheureusement aussi, le monde entier, il n'a pas aussi le courage ni l'autorité sur Israël pour lui imposer des codes pour régler le problème palestinien, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, et le problème palestinien en général. Merci Iyad El Astal. Rapidement, Gauthier Ribinski, on entendait notamment Elisabeth Guedel qui nous expliquait que les Nations Unies ont un peu les mains liées, que les pays arabes essayent d'apporter des négociations, mais finalement, on le voit bien au fil des décennies, ça ne marche pas réellement. Est-ce qu'il est envisageable à un moment donné que les Occidentaux acceptent de négocier directement avec ceux qui sont à l'origine des ripostes ou des agressions côté palestinien, c'est-à-dire actuellement le Hamas? Est-ce qu'on peut imaginer le Hamas, qui est considéré, je le rappelle, par les Occidentaux comme étant un mouvement terroriste, c'est la raison pour laquelle ils refusent de leur parler. Est-ce qu'on peut à un moment donné imaginer que des négociations se fassent directement avec ceux qui sont impliqués dans le conflit?
C'est ce que tente d'obtenir le Hamas, hein, c'est-à-dire la légitimité première au sein du mouvement palestinien en supplantant le Fatah. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est peut-être ça, c'est peut-être justement de le supplanter. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les Européens ou d'autres vont vouloir négocier avec le Hamas? Ça serait quand même un drôle de retournement. On aurait l'impression, et je m'arrêterai là, on aurait l'impression que pour avoir le privilège ou la possibilité d'entrer en négociation avec des protagonistes, il faudrait favoriser celui qui est au fond le plus liberticide. C'est-à-dire que le Hamas, c'est quand même objectivement une aide à Israël puisqu'il renferme aussi la population gazaouie. Donc ça n'est pas forcément la meilleure idée possible. À voir donc si à un moment donné les Occidentaux accepteront, qui eux, à un moment donné, ont accepté de parler par exemple avec les talibans au terme de la guerre en Afghanistan. Peut-être qu'un jour, on verra bien ou pas si les Occidentaux acceptent de négocier. Le résultat est très hasardeux. L'avenir nous le dira effectivement. Merci Gauthier Rybinski d'avoir pris le temps de parler avec nous de cette situation au Proche-Orient. Merci également à Elisabeth Guedel depuis New York et enfin à notre invité Iyad El Astal d'avoir pris le temps de nous témoigner donc de son quotidien depuis Gaza. Merci à tous les trois et c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. Restez avec nous sur France 24.